Le prix Nobel d'économie 2025 vient de tomber. Et si je vous disais qu'il explique parfaitement pourquoi Netflix a littéralement pulvérisé Blockbuster? C'est le décryptage du jour. Ici, Dialbox.fr. Regardez bien ce chiffre, 54 milliards de dollars. Ce n'est pas une capitalisation boursière sortie de nulle part, non. C'est le coût exact d'une seule et unique erreur de jugement. Une erreur monumentale qui aurait pu et qui aurait dû être évitée. L'histoire est incroyable. Remontons le temps. On est en 2000. Blockbuster, c'est le roi du monde, le géant de la location vidéo. Et là, on leur propose de racheter une petite start-up qui s'appelle Netflix pour 50 petits millions. Ils ont ri. 10 ans plus tard, pile, Blockbuster met la clé sous la porte. Et aujourd'hui, Netflix, c'est 54 milliards. On parle d'une erreur qui a coûté 1000 fois la mise de départ. C'est juste fou. Alors, petite précision importante, toute cette analyse est basée sur les données du 13 octobre 2025. Et ça vaut vraiment le coup de rester jusqu'au bout parce qu'on va décortiquer ensemble 3 stratégies très concrètes pour investir dans la prochaine vague d'innovation et surtout pour éviter de commettre dans son propre portefeuille une erreur qui pourrait coûter très très cher. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'une théorie économique, un truc qui peut paraître abstrait et qui vient de gagner un prix Nobel, peut expliquer une bévue aussi spectaculaire? C'est ce qu'on va voir. Et voici les cerveaux derrière tout ça. Le comité Nobel vient de récompenser Joel Mokyr, Philippe Arion et Peter Howitt. Leur grande œuvre, avoir mis en lumière un concept absolument fondamental pour comprendre l'économie moderne, la fameuse destruction créatrice. La destruction créatrice, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Eh bien, c'est tout simple en fait. C'est, pour reprendre les mots de l'économiste qui a lancé l'idée, Joseph Schumpeter, le processus par lequel les nouvelles innovations rendent les anciennes obsolètes. Voilà. Dit comme ça paraît évident. Netflix qui ringardise Blockbuster, c'est l'exemple d'école, celui qu'on montrera dans tous les manuels. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on va ouvrir le capot et regarder comment fonctionne ce moteur. Il y a 2 concepts clés à saisir et une fois qu'on les a, tout devient beaucoup plus clair. Attention, la destruction créatrice, ce n'est pas juste le nouveau remplace l'ancien. C'est un véritable cycle. Oui, une innovation va en balayer une autre, et oui, ça peut détruire des entreprises et des emplois à court terme, c'est un fait. Mais au final, le résultat global, c'est une création de valeur bien supérieure. Plus de richesse, plus de confort, bref, de la croissance pour tout le monde. Et ce cycle, Arion et Howitt l'ont découpé en 3 temps. Très logique. D'abord, il y a l'étincelle, une innovation de rupture. Ensuite, l'innovateur qui a eu l'idée géniale s'installe dans une sorte de monopole temporaire. Il récolte les fruits de son audace. Mais, et c'est là toute la beauté du système, ce monopole n'est que temporaire. Parce qu'un jour ou l'autre, un nouvel innovateur, encore plus malin, va débarquer et le faire tomber. Et ça recommence, à l'infini. Et là où ça devient passionnant, c'est avec l'apport de Joel Mokyr. Il nous dit « Attention, pour que cette machine tourne sans s'arrêter, il faut 2 carburants. D'un côté, la connaissance du pourquoi, la science, la recherche fondamentale, les grandes lois. Et de l'autre, la connaissance du comment, l'ingénierie, le savoir-faire, l'application concrète. Sans le pourquoi, on bricole. Sans le comment, on reste dans les nuages. C'est l'union des 2 qui crée le progrès durable. Passons maintenant de la théorie à la pratique. On va voir comment tout ça s'applique à des mastodontes qu'on connaît tous très bien. D'ailleurs, si ce décryptage apporte de la valeur jusqu'ici, un petit like fait toujours plaisir. C'est ce qui aide le plus à faire connaître ces analyses. Alors là, ce graphique est sans appel. Regardez bien. En 2010, le bon vieux General Motors valait 25 fois plus que le petit nouveau Tesla. 15 ans plus tard, en 2025, la valorisation de GM n'a pas bougé, alors que celle de Tesla a été multipliée par 400. C'est ça, la destruction créatrice sous nos yeux. C'est la voiture électrique qui est en train de rendre le moteur à combustion, obsolète. Et alors, quelle leçon en tirer en tant qu'investisseur ? Une leçon hyper importante. La vague de la disruption ne touche pas que l'entreprise finale. Elle se propage à tout son écosystème. Du coup, une stratégie vraiment maligne peut être de ne pas miser directement sur le Tesla de demain, mais plutôt sur ceux qui lui vendent les pelles et les pioches. Je pense aux fabricants de batteries, aux producteurs de semi-conducteurs. C'est une approche qui peut être très pertinente. Autre exemple, Amazon. Pour tout le monde, Amazon, c'est le géant de la vente en ligne. Mais en réalité, le vrai trésor, il est ailleurs. Regardez d'où viennent les profits. La moitié vient du cloud, d'Amazon Web Services, avec des marges 6 fois plus élevées que le e-commerce. La vraie machine à cash d'Amazon était cachée à la vue de tous. D'où l'importance de toujours creuser sous la surface et d'analyser les différentes branches d'une société. Ok, la théorie, c'est vu. Les exemples concrets, c'est vu aussi.
Maintenant, la question à 1 million ou à 54 milliards, comment est-ce qu'on applique tout ça? Comment on passe de spectateur à acteur dans ses propres investissements? Voici une petite checklist, 4 signaux faibles à guetter pour dénicher un futur disrupteur. D'abord, il faut une technologie qui n'est pas juste un peu meilleure, mais 10 fois supérieure. Ensuite, un modèle économique qui casse les codes. Troisièmement, une adoption par les utilisateurs qui n'est pas linéaire, mais exponentielle. Et enfin, le signal qui ne trompe jamais, quand les vieux dinosaures du secteur commencent à paniquer et à réagir violemment. C'est souvent le signe qu'on a touché un nerf. Alors concrètement, comment on joue ça dans un portefeuille ? Eh bien, il y a grosso modo 3 approches qui dépendent du niveau de risque que chacun est prêt à prendre. Il y a la stratégie conservatrice, on mise sur les fournisseurs, les fameuses pelles et pioches, c'est solide. L'approche mixte, un bon équilibre entre les leaders installés et les nouveaux challengers prometteurs. Et puis, pour ceux qui ont le cœur bien accroché, l'approche agressive, le capital risque. Investir dans des startups non cotées, le potentiel est gigantesque, mais le risque de tout perdre l'est aussi. Et cette réflexion amène à une question fondamentale que chacun devrait se poser, que ce soit pour ses investissements ou même pour sa carrière. Est-ce que je suis, aujourd'hui, du côté de Blockbuster ou du côté de Netflix? N'hésitez pas à partager vos réflexions là-dessus dans les commentaires, le débat est ouvert et passionnant. Allez, on prend un dernier peu de hauteur. Cette force de la nature qu'est la destruction créatrice, comment les grandes puissances économiques la gèrent? Parce que, vous allez le voir, les stratégies sont radicalement opposées. Ce tableau résume assez bien le match. D'un côté, on a les États-Unis qui ont fait le pari de la disruption totale, agressive. Résultat, ils ont tous les géants de la tech. De l'autre, on a l'Europe, qui préfère une approche plus prudente. On régule, on protège. Résultat, très peu de géants technologiques européens. Et enfin, le modèle chinois, assez unique. Une destruction créatrice bien réelle, mais pilotée et contrôlée d'une main de fer par l'État. 3 philosophies, 3 résultats. Ok, pour résumer. Si on ne devait garder que 3 idées de tout ce décryptage, ce serait celle-ci. Premier, la destruction créatrice, ce n'est pas un accident, c'est le moteur de la croissance à long terme. Deuxième, en tant qu'investisseur, il faut activement choisir son camp, le disrupteur, le leader qui s'adapte ou les fournisseurs de l'écosystème. Et tertio, à l'échelle des pays, ceux qui embrassent ce changement plutôt que de le combattre sont ceux qui s'en sortent le mieux. Et je le redis, les valorisations citées sont celles du 13 octobre, elles ont pu bouger depuis, donc on vérifie toujours les données à jour. Maintenant, pour une action concrète, tout de suite, une piste intéressante peut être de regarder de près les ETF, ces fonds qui répliquent des indices et qui se concentrent sur les pays les plus en pointe sur l'innovation. On pense bien sûr aux États-Unis, à la Suisse, à la Corée du Sud par exemple. C'est un bon point de départ. Et si vous voulez d'autres analyses de ce type pour décrypter les grandes tendances qui façonnent les marchés, le plus simple, c'est de s'abonner à dialogbox.fr pour ne rien rater. Je vous laisse avec une dernière question pour la route. Après les médias, après l'automobile, selon vous, quel sera le prochain grand secteur à être totalement bouleversé? La santé? L'éducation? L'énergie? Le débat est lancé. C'était dialbox.fr, à très bientôt.